Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Et contrairement à ce que j'ai annoncé, je ne sais pas combien de fois dans la dernière lecture, nous n'en étions pas au chapitre 4, mais au chapitre 5. Et donc là, je vais lire le chapitre 6. Voilà. Je crois que c'est ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure après la lecture, tout simplement. Alors, attendez. Voilà. Et c'est parti pour le chapitre 6. Le jour suivant commença comme le précédent. Il fallut nous lever et nous habiller à la lueur de la veilleuse. Mais ce matin-là, nous fûmes obligatoirement dispensés de la cérémonie de la toilette, car l'eau était gelée dans les brocs. Le temps avait changé la veille au soir. Un vent perçant du nord-est, sifflant toute la nuit par les fentes des fenêtres de notre dortoir, nous avait fait grelotter dans nos lits et avait transformé en glace le contenu des pots à eau. Avant la fin des prières et de la lecture de la Bible qui durèrent une bonne heure et demie, je crus que j'allais mourir de froid. L'heure du petit déjeuner vint enfin, et le porridge n'était pas brûlé. Il était mangeable, mais peu abondant. Comme ma portion était maigre, j'en aurais mangé le double. Au cours de la journée, je fus enrôlée dans la 4e classe où l'on m'assigna des tâches, des travaux réguliers. Jusque-là, je n'avais été que spectatrice de ce qui se faisait à Lowood, mais j'allais à présent y jouer mon rôle. Tout d'abord, comme j'étais peu habituée à apprendre par cœur, les leçons me parurent à la fois longues et difficiles. Le changement fréquent d'occupation me désorientait aussi. Je fus heureuse lorsque, vers 3 heures de l'après-midi, Miss Smith me mit entre les mains une bande de mousseline de 2 mètres de long avec une aiguille, un dé, etc., et m'envoya m'asseoir dans un coin tranquille de la classe pour l'ourler. À cette heure-là, la plupart des élèves étaient de même occupés à coudre. Il n'y avait que celle de la classe de Miss Scatcherd, qui était encore debout autour de sa chaise, faisant la lecture. À la faveur du silence, on pouvait entendre le sujet de la leçon, la manière dont chaque élève s'acquittait de sa tâche, les critiques ou les éloges que Miss Scatcherd leur adressait. C'était de l'histoire d'Angleterre. Parmi celles qui lisaient, je remarquai la fillette dont j'avais fait connaissance dans la véranda. Au début de la leçon, elle était en tête de la classe, mais par suite de quelque erreur de prononciation ou de quelque inattention au sujet de la ponctuation, elle fut soudain envoyée tout au fond. Même lorsqu'elle fut reléguée dans cette humble position, Miss Scatcherd ne cessa d'avoir l'œil sur elle, lui adressant continuellement des phrases comme celle-ci. Burns, c'était sans doute son nom. On appelait ici les élèves par leur nom de famille, comme cela se fait dans les écoles de garçons. Burns, ne vous tenez pas ainsi les pieds en dedans, redressez-les immédiatement. Burns, ne restez pas avec le menton en l'air, rentrez-le. Burns, j'insiste pour que vous leviez la tête, je ne vous supporterai pas devant moi dans cette attitude, etc. Après une seconde lecture du chapitre, on ferma les livres et Miss Scatcherd interrogea les élèves. La leçon avait porté sur une partie du règne de Charles Ier et diverses questions furent posées sur le tonnage, pondage and cheap money. Droit fixe sur les laines et les cuivres votés par le Parlement sous le règne de Jacques Ier. Cheap money, impôt naval. Auxquelles la plupart d'entre elles étaient incapables de répondre. Toutefois, ces petites difficultés étaient instantanément résolues lorsque Burns était interrogé. Sa mémoire semblait avoir retenu l'essentiel de toute la leçon. Elle avait la réponse prête sur chacun des points. J'attendais toujours que Miss Scatcherd louât son attention, mais bien au contraire, elle s'écria tout à coup. « Oh, enfant malpropre et désagréable, vous ne vous êtes pas nettoyé les ongles ce matin ?» Burns ne répondit rien. Son silence m'étonna. Pourquoi, me dis-je, n'explique-t-elle pas qu'elle n'a pu se nettoyer les ongles, ni se laver la figure parce que l'eau était gelée? Miss Smith détourna alors mon attention en me priant de lui tenir un écheveau de fil. De temps en temps, tout en le dévidant, elle m'adressait quelques paroles, me demandant si j'étais déjà allée en classe, si je savais marquer, coudre, tricoter, etc. Il me fut impossible de continuer à observer les mouvements de Miss Scatcherd avant d'être libérée. Quand je revins à ma place,
Cette dame donnait justement un ordre dont je ne saisis pas la teneur. Mais je vis Burns quitter immédiatement la classe, se rendre dans un petit cabinet où l'on rangeait les livres, et revenir une demi-minute plus tard, portant dans sa main une poignée de verges liées à une extrémité. Elle présenta ce sinistre instrument à Miss Scatcherd en faisant une respectueuse révérence, puis, tranquillement, sans qu'on le lui ordonnât, elle détacha son tablier. La maîtresse lui infligea aussitôt et avec violence une douzaine de coups de verge sur la nuque. Pas une larme ne monta aux yeux de Burns, et, tandis que je cessais de coudre, mes doigts tremblants d'une impuissante et inutile colère à ce spectacle, pas un trait de son visage pensif ne changea d'expression. « Quel enfant endurci !» s'écria Miss Scatcherd. « Rien ne peut vous corriger de vos habitudes de souillon. Emportez les verges. » Burns obéit. Je la regardai attentivement lorsqu'elle sortit du cabinet aux livres. Elle remettait son mouchoir dans sa poche et la trace d'une larme brillait sur sa joue amaigrie. L'heure de la récréation du soir était pour moi le moment le plus agréable de la journée à Lowood. Le morceau de pain, la gorgée de café pris à 5 heures, avaient ranimé notre vigueur s'ils n'avaient pas apaisé notre faim. La longue contrainte de la journée s'était relâchée. Il faisait plus chaud dans la salle de classe que le matin, car on y laissait les feux brûler un peu plus activement afin de suppléer, dans une certaine mesure, aux chandelles que l'on n'avait pas encore apportées. Les foyers rougeoyants dans le crépuscule, la permission de s'ébattre, la confusion de tant de voix, donnaient une agréable sensation de liberté. Le soir du jour où j'avais vu Miss Scatcherd fouetter son élève Burns, j'errais solitaire, selon mon habitude, parmi les bancs, les tables et les groupes rieurs, sans pour cela me sentir isolée. En passant devant les fenêtres, je soulevais de temps en temps une jalousie pour regarder à l'extérieur. La neige tombait, rapide, et s'amoncelait déjà contre les vitres du bas. Approchant mon oreille tout près d'une fenêtre, et malgré le joyeux tumulte de l'intérieur, j'entendais, au dehors, la plainte désolée du vent. Il est probable que si j'avais récemment laissé une maison aimée et de bons parents, c'est à cette heure que j'aurais regretté avec le plus d'amertume d'en être séparée. Ce vent m'aurait alors attristé le cœur, cet obscur chaos aurait troublé ma sérénité. En fait, j'y puisais une excitation étrange, et, insouciante, fiévreuse, j'aurais voulu que le vent hurlât plus sauvagement, que l'obscurité se changeât en ténèbres, que la confusion devint une immense clameur. Sautant par-dessus les bancs, me glissant sous les tables, j'arrivai jusqu'à une des cheminées. Là, m'agenouillant devant le haut garde-feu en fer, je trouvai Burns absorbée, silencieuse, détachée de tout ce qui l'entourait, en compagnie d'un livre qu'elle lisait à la faible lueur de la braise. « Est-ce toujours Raslas ?» demandai-je, arrivant derrière elle. « Oui, dit-elle, je suis à la fin. » 5 minutes plus tard, elle ferma son livre, ce dont je fus ravie. À présent, pensais-je, je vais peut-être l'amener à parler. Je m'assis près d'elle sur le plancher. « Quel est votre prénom ?»« Hélène. Venez-vous de loin ?»« Je viens d'un endroit situé plus au nord, tout près de la frontière d'Écosse. »« Y retournerez-vous un jour ?»« Je l'espère, mais personne ne peut répondre de l'avenir. »« Vous devez avoir envie de quitter Lowood ?»« Non. Pourquoi en aurais-je envie ? J'ai été envoyée à Lowood pour y faire mon éducation. À quoi cela servirait-il de partir avant d'avoir atteint ce but ? Mais cette maîtresse, Miss Scatcherd, est si cruelle avec vous ? Cruelle, pas du tout. Elle est sévère, elle déteste mes défauts. Si j'étais à votre place, je la détesterais, je lui résisterais. Si elle me frappait avec ses verges, je les lui arracherais des mains et les briserais sous son nez. Vous ne feriez sans doute rien de semblable. Mais si vous agissiez ainsi, Mr. Brocklehurst vous chasserait de l'école et ce serait un grand chagrin pour vos parents. Il vaut mieux endurer patiemment une vive douleur que vous êtes seul à éprouver que de commettre une action inconsidérée dont les fâcheuses conséquences s'étendraient à tous les vôtres. D'ailleurs, la Bible nous ordonne de rendre le bien pour le mal. Mais cela me paraît déshonorant d'être ainsi fouetté et d'avoir à rester debout au milieu d'une salle remplie de monde, surtout à votre âge. Je suis bien plus jeune que vous, mais je ne le supporterai pas. Pourtant, ce serait votre devoir de le supporter, si vous ne pouviez pas l'éviter. C'est faiblesse et sottise de dire que l'on ne peut supporter ce que le destin nous impose. Je l'écoutais, étonnée. Je n'arrivais pas à saisir cette doctrine de stoïcisme et encore moins à comprendre ou partager l'indulgence qu'elle exprimait pour celle qui la châtiait.
Je sentais cependant qu'Hélène Burns considérait les choses à la clarté d'une lumière invisible à mes yeux. Je soupçonnais qu'elle avait sans doute raison, et moi tort, mais je me refusais à réfléchir profondément sur cette question. Comme Félix, je remis cela à un moment plus opportun. Félix, proconsul, gouverneur de la Judée pour les Romains, avait épousé Drusille, princesse juive, fille du vieux roi Agrippa Ier. C'est devant Félix que comparut saint Paul à Césarée. Il retint l'apôtre en prison pour plaire aux Juifs. Vous dites que vous avez des défauts, Hélène. Quels sont-ils? Vous me paraissez parfaite. Dans ce cas, apprenez par mon propre exemple à ne pas juger sur les apparences. Je suis désordonnée, comme le dit Miss Ketchert. Je mets rarement les choses à leur place et je ne les y laisse jamais. Je suis négligente. J'oublie le règlement, je lis quand je devrais apprendre mes leçons, je n'ai aucune méthode et je dis quelquefois comme vous que je ne puis supporter d'être assujettie à une règle. Tout cela agace beaucoup Miss Ketchert, qui est naturellement soigneuse, minutieuse, ponctuelle. Et de mauvaise humeur ainsi que cruelle, ajoutai-je. Mais Hélène Burns ne voulut pas admettre mon adjonction et garda le silence. Miss Temple est-elle aussi sévère avec vous que Miss Ketchert? En entendant prononcer le nom de Miss Temple, un doux sourire passa sur son grave visage. Miss Temple est pleine de bonté. Il lui en coûte d'avoir à être sévère avec quiconque, même avec la plus mauvaise élève de l'école. Elle voit mes erreurs, me les signale avec douceur, mais si je fais quelque chose digne de louange, elle m'en donne ma part avec largesse. Une preuve évidente de ma pauvre nature imparfaite, c'est que ces remontrances si douces, si raisonnables, n'ont aucune influence pour me corriger de mes défauts. Même ces éloges, que j'apprécie cependant infiniment, n'arrivent pas à créer en moi l'émulation suffisante pour être toujours attentive et ordonnée. C'est curieux, dis-je. C'est si facile d'être attentive. Pour vous, je n'en doute pas. Je vous ai observé ce matin au cours de votre classe et j'ai vu que vous étiez très attentive. Pendant que Miss Miller expliquait la leçon, vous interrogeait, vos pensées n'avaient jamais l'air de vagabonder. Les miennes s'égarent continuellement. Alors que je devrais écouter Miss Ketchert et recueillir ses paroles avec soin, je perds souvent jusqu'au son de sa voix. Je tombe dans une sorte de rêverie. Quelquefois, je crois être dans le Northumberland. Je prends les bruits que j'entends autour de moi pour les murmures d'un petit ruisseau qui coule près de notre maison, en traversant Dibden. Aussi, quand mon tour arrive d'être interrogée, il me faut sortir de mon rêve et, n'ayant rien entendu de la lecture pour avoir écouté le ruisseau imaginaire, je ne sais que répondre. Cependant, vous avez joliment bien répondu cet après-midi. C'est un simple hasard. Le sujet de la lecture m'avait intéressée. Cet après-midi, au lieu de rêver de Dibden, je me demandais comment un homme dont le désir était de faire le bien avait pu agir d'une manière aussi injuste et si peu sage que l'a fait parfois Charles Ier. Et je pensais combien il était dommage qu'avec son intégrité et sa délicatesse de conscience, il n'eût pu voir au-delà des prérogatives de la couronne. Que n'a-t-il été seulement capable de regarder plus loin, de se rendre compte de la tendance de ce qu'on appelle l'esprit du temps? J'aime Charles cependant, je le respecte, j'ai pitié de lui, pauvre roi dont le cou fut tranché. Oui, ses ennemis furent les plus coupables, ils versèrent un sang qu'ils n'avaient pas le droit de répondre. Comment osèrent-ils le tuer? Hélène se parlait à elle-même maintenant. Elle avait oublié que je ne pouvais pas très bien la comprendre, que j'étais ignorante ou presque sur le sujet dont elle discutait. Je la fis redescendre à mon niveau. Et lorsque c'est Miss Temple qui fait le cours, votre esprit s'égare-t-il aussi? Non, certes, pas souvent, parce que Miss Temple a généralement quelque chose à dire de plus nouveau que mes propres réflexions. Son langage m'est singulièrement agréable et ce qu'elle m'apprend est souvent ce que je désirais savoir. Alors, avec Miss Temple, vous êtes appliquée. Oui, d'une façon passive, je ne fais aucun effort, je suis mon inclination. Il n'y a pas de mérite dans une telle application. Il y en a beaucoup. Vous êtes irréprochable avec ceux qui sont bons pour vous. Je ne vous êtes rien de plus. Si l'on était toujours bon et obéissant envers ceux qui sont cruels et injustes, les méchants n'en feraient qu'à leur guise. Ils n'auraient plus peur de rien. Loin de s'amender, ils deviendraient de plus en plus redoutables. Quand on nous frappe sans raison, nous devons frapper en retour, et très fort. Cela, j'en suis sûre. Aussi fort qu'il est nécessaire pour convaincre celui qui nous a frappés de ne jamais recommencer. Vous changerez d'avis, je l'espère, lorsque vous serez plus grande. Pour l'instant, vous n'êtes qu'une petite fille ignorante.
Mais Hélène, je sens qu'il me faut détester ceux qui persistent à me détester, en dépit de tout ce que je fais pour leur être agréable. Résister à ceux qui me punissent injustement. C'est aussi naturel que d'aimer ceux qui me témoignent de l'affection et de me soumettre à un châtiment mérité. Ce sont les païens et les tribus sauvages qui professent cette doctrine-là. Les chrétiens et les peuples civilisés la désavouent. Comment cela? Je ne comprends pas. Ce n'est pas la violence qui triomphe le mieux de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus efficacement les blessures. Qu'est-ce donc? Lisez le Nouveau Testament, observez ce que dit le Christ, comment il agit, que sa parole soit votre règle, sa conduite, votre exemple. Que dit-il? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et vous traitent avec mépris. Alors je devrais aimer Mrs. Reed, ce que je ne puis. Je devrais bénir son fils John, ce qui est impossible. À son tour, Hélène Burns me demanda de m'expliquer. Je me mis aussitôt à lui faire, à ma façon, le récit de mes souffrances et de mes ressentiments. Dans mon excitation, je fus amère et impitoyable, exprimant ce que je ressentais sans réserve, sans adoucissement. Hélène m'écouta patiemment jusqu'au bout. Je m'attendais alors à une remarque de sa part, mais elle resta muette. « Eh bien, demandai-je avec impatience, Mrs. Reed n'est-elle pas une femme méchante au cœur dur ?»« Elle a manqué de bonté envers vous, sans nul doute, parce que, voyez-vous, elle ne peut souffrir votre genre de caractère, de même que Miss Scatcherd ne peut souffrir le mien. Mais avec quelle minutie vous vous souvenez de tout ce qu'elle vous a fait et dit? Quelle impression singulièrement profonde son injustice semble avoir produite dans votre cœur? Aucun mauvais traitement ne laisse ainsi un souvenir imprimé en traits de feu sur ma sensibilité. Ne seriez-vous pas plus heureuse si vous essayiez d'oublier sa sévérité, ainsi que les émotions passionnées qu'elle a fait naître? La vie me paraît trop courte pour la passer à entretenir la haine ou à enregistrer les torts. Tous, ici-bas, sans exception, nous portons le poids de nos fautes. Mais j'espère que nous en serons délivrés, comme de nos corps périssables un jour prochain, à l'heure où la dégradation et le péché se détacheront de nous avec notre encombrante enveloppe de chair. Seul, alors, demeurera l'étincelle de l'esprit, l'impalpable principe de vie et de pensée, aussi pur qu'à l'origine, lorsque le Créateur en anima la créature. Là d'où il est venu, il retournera et sera sans doute retransmis à quelque être supérieur à l'homme pour gravir, de l'âme humaine obscure au brillant séraphin, les degrés de la gloire. Il est sûr qu'il ne pourra jamais dégénérer en passant de l'homme au démon. Non, je ne puis le croire. J'ai une autre croyance que personne ne m'enseigna jamais, dont je parle rarement, mais qui fait ma joie et à laquelle je me tiens parce qu'elle ne limite pas l'espérance. Elle fait de l'éternité un repos, une merveilleuse demeure, non un objet d'épouvante, un abîme. Avec cette croyance, je distingue nettement le criminel de son crime. Je puis pardonner en toute sincérité au premier, tandis que j'abhorre le second. Avec cette croyance, l'esprit de vengeance ne me trouble jamais le cœur. Le mal ne me fait jamais éprouver une aversion trop vive. L'injustice ne m'écrase jamais jusqu'à m'anéantir. Je vis en paix en pensant à la mort. En achevant cette phrase, la tête d'Hélène, habituellement penchée, s'inclina davantage. Je vis à son regard qu'elle ne désirait pas me parler plus longtemps, mais préférait converser avec ses pensées. Peu de temps lui fut accordé pour sa méditation. Une monitrice, une grande fille rude, s'avança bientôt, s'écriant avec un fort accent de Cumberland « Hélène Burns, si vous n'allez pas immédiatement ranger votre tiroir et plier votre ouvrage, je dirai à Miss Scatcherd de venir y jeter un coup d'œil. » Hélène soupira tandis que sa rêverie s'enfuyait, se leva sans rien répondre et sans attendre pour obéir à la monitrice. Il y a plein de petits pucerons. Chapitre 7. Mon premier trimestre à Lowood me parut durer un siècle, et ce ne fut pas celui de l'âge d'or. J'eus à lutter péniblement contre bien des difficultés pour m'habituer à un nouveau règlement ainsi qu'à des tâches inaccoutumées. La crainte de n'y pas réussir me tourmenta plus que les souffrances physiques que j'eus à supporter et qui n'étaient cependant pas sans importance. Durant les mois de janvier, février et une partie de mars, d'épaisses couches de neige, puis le dégel rendirent les routes à peu près impraticables, interdisant toute sortie au-delà des murs du jardin, sauf pour se rendre à l'église. Mais dans ces limites, nous avions chaque jour à passer 1 heure en plein air.
Nos vêtements étaient insuffisants pour nous préserver du froid rigoureux. Nous n'avions pas de bottines, aussi la neige pénétrait-elle dans nos souliers et y fondait. Nos mains, sans gants, s'engourdissaient, se couvraient d'engelures comme nos pieds. Je me souviens très bien de la douleur intolérable que j'éprouvais chaque soir lorsque mes pieds étaient enflammés et de ma torture quand chaque matin il me fallait faire rentrer mes orteils enflés, froids et raides dans mes chaussures. L'insuffisance de nourriture était d'autre part désolante. Avec nos appétits dévorants d'enfants en pleine croissance, nous avions tout juste de quoi maintenir en vie un malade affaibli. Il en résulta un abus dont souffrirent durement les plus jeunes élèves. Chaque fois que les grandes, affamées, en avaient l'occasion, elles contraignaient les petits par cajolerie ou par menace à leur donner leur portion. Bien des fois ai-je ainsi partagé le précieux morceau de pain bis distribué à l'heure du thé entre 2 quémandeuses et, après avoir abandonné à une troisième la moitié de mon bol de café, bu le reste en répandant secrètement des larmes que m'arrachaient les exigences de la faim. Les dimanches étaient de tristes jours en cette saison d'hiver. Nous avions 2 milles à parcourir pour aller à l'église de Brocklebridge où notre directeur officiait. Nous n'avions pas chaud en partant, mais en arrivant à l'église, nous étions transis. Et au cours du service du matin, nous devenions presque paralysés. C'était trop éloigné pour retourner déjeuner. Aussi, entre les 2 services, nous distribuait-on une ration de viande froide et de pain, aussi maigre qu'à l'ordinaire. À la fin du service de l'après-midi, nous revenions par une route découverte et montueuse où l'âpre vent d'hiver, soufflant du nord par-dessus une chaîne de sommets neigeux, nous coupait le visage. Je vois encore Miss Temple marchant d'un pas léger et rapide le long de notre colonne qui fléchissait, serrant sur elle son manteau écossais que le vent glacial faisait flotter, et nous incitant par ses préceptes et par son exemple à garder bon courage et à aller de l'avant, comme de vaillants soldats, disait-elle. Les autres maîtresses, pauvres créatures, étaient en général trop abattues elles-mêmes pour tenter de nous ragaillardir. Comme nous soupirions après la clarté et la chaleur d'un feu flambant lorsque nous rentrions. Mais cela était, pour le moins, refusé aux petites. Chaque cheminée de la salle de classe était immédiatement entourée d'une double rangée de grandes élèves, derrière lesquelles les plus jeunes se blottissaient par groupes, enveloppant leurs bras glacés dans leurs tabliers. Attendez, on va peut-être changer. Je n'ai pas de lumière. Ah, pardon. J'ai de la lumière, je suis de travers. On peut pas tout avoir dans la vie. Hop. Ou peut-être que si. Ah, voilà. Je suis un peu près, hein. La lecture d'une qualité extrême. Allez, je reste là. Si je peux avoir moins de moucherons, ça serait pas mal aussi. Nous recevions un peu de réconfort à l'heure du thé, sous forme d'une double ration de pain, une tranche entière au lieu d'une moitié, avec le délectable supplément d'une mince couche de beurre. C'était le festin hebdomadaire que nous attendions d'un sabbat à l'autre. Je parvenais généralement... Pardon, je reprends cette phrase. Je n'ai pas déplacé le micro. Nous recevions un peu de réconfort à l'heure du thé, sous forme d'une double ration de pain, d'une tranche entière au lieu d'une moitié, avec le délectable supplément d'une mince couche de beurre. C'était le festin hebdomadaire que nous attendions d'un sabbat à l'autre. Je parvenais généralement à conserver pour moi-même une moitié de ce bienfaisant repas, mais j'étais invariablement obligée de donner l'autre. La soirée du dimanche se passait à répéter par cœur le catéchisme, ainsi que les chapitres 5, 6 et 7 de Saint Matthieu, à écouter enfin un long sermon que lisait Miss Miller, dont les irrépressibles bâillements attestaient la fatigue. Au cours de ces exercices, un fréquent intermède était offert par une demi-douzaine de petites filles qui jouaient le rôle d'Eutychus en tombant terrassées par le sommeil, non d'un 3e étage, mais du 4e banc. On les ramassait à demi-mortes. Pour tout remède, on les poussait au centre de la classe où on les obligeait à rester debout jusqu'à la fin du sermon. Quelquefois, leurs jambes fléchissaient et elles s'effondraient en un tas. On les soutenait alors avec les hauts tabourets des monitrices. Je n'ai pas encore parlé des visites de Mr. Brocklehurst,
qui, en effet, fut absent la majeure partie du mois qui suivit mon arrivée. Sans doute prolongeait-il son séjour chez son ami l'archidiacre. Son absence était pour moi un soulagement. Je n'ai pas besoin de dire que j'avais mes propres raisons pour redouter sa visite. Il finit cependant par venir. Un après-midi, il y avait alors 3 semaines que j'étais à Lowood, tandis que j'étais assise, une ardoise à la main, me cassant la tête à faire une division compliquée, mes yeux distraits se portèrent sur la fenêtre et aperçurent quelqu'un qui passait juste à ce moment-là. Je reconnus presque instinctivement cette silhouette décharnée. Et lorsque 2 minutes plus tard, toute l'école, maîtresse comprise, se leva en masse, je n'eus pas besoin de lever la tête pour savoir qui l'on saluait ainsi à son entrée. Un pas allongé arpenta la salle de classe et bientôt, à côté de Miss Temple, également debout, se dressa la même colonne noire qui, sur le tapis du foyer de Gateshead, m'avait regardé d'un air courroucé et de si mauvais augure. Je jetai alors un coup d'œil de côté sur ce morceau d'architecture. Oui, c'était bien Mr. Brocklehurst, boutonné jusqu'au menton dans sa redingote et paraissant plus long, plus étroit, plus rigide que jamais. J'avais mes raisons personnelles pour être consternée à cette apparition. Je ne me rappelais que trop bien les allusions perfides de Mrs. Reed au sujet de mon caractère, etc., et la promesse faite par Mr. Brocklehurst de mettre Miss Temple et les maîtresses au courant de ma nature perverse. J'avais sans cesse redouté l'accomplissement de cette promesse. J'avais attendu de jour en jour, l'homme qui devait venir, pour révéler les actes et propos de ma vie passée et me faire porter à jamais les stigmates d'une enfant réprouvée. Il était là, à présent. Il se tenait debout à côté de Miss Temple, lui parlant bas à l'oreille, lui découvrant ma vilainie sans aucun doute. J'observais les yeux de Miss Temple avec une pénible anxiété, m'attendant à tout moment à voir leurs noires prunelles jeter sur moi un regard d'aversion et de mépris. J'écoutais aussi, et, comme j'étais assise tout en haut de la salle, je ne perdais presque rien de ce qu'il disait. La teneur de ses paroles me délivra d'une crainte immédiate. Je suppose, Miss Temple, que le film que j'ai acheté à l'automne fera l'affaire. Il m'a semblé bien convenir pour les chemises de calicot. J'ai également assorti les aiguilles. Vous pourrez dire à Miss Smith que j'ai oublié de noter les aiguilles à repriser, mais qu'elle en recevra quelques paquets la semaine prochaine. Il ne faut sous aucun prétexte qu'elle en distribue plus d'une à la fois à chaque élève. Si elles en ont davantage, elles n'y font pas attention et les perdent. Ah, et puis, mademoiselle, je voudrais bien que l'on entretienne mieux les bas de laine. À ma dernière visite, je suis entrée dans le potager pour examiner le linge qui séchait sur la corde et j'ai vu un grand nombre de bas noirs en très mauvais état. À en juger par la dimension des trous, je suis sûre qu'ils n'avaient pas été reprisés avec régularité. Il s'arrêta. « Vos ordres seront exécutés, monsieur, dit Miss Temple. »« Mademoiselle, continua-t-il, la blanchisseuse me dit que quelques-unes des élèves mettent 2 collerettes propres par semaine. C'est trop. Le règlement n'en autorise qu'une seule. »« Je puis vous en donner la raison, monsieur. Agnès et Catherine Johnston ont été invitées à prendre le thé chez des amis à Lawton, jeudi dernier. Je leur ai permis de mettre une collerette propre à cette occasion. » Mr. Brocklehurst acquiesça d'un signe de tête. Bien, pour une fois, passons. Mais je vous prie de ne pas laisser le fait se reproduire trop souvent. Il y a encore une chose qui m'a surpris. En réglant les comptes avec la gouvernante, j'ai découvert que 2 fois au cours de la dernière quinzaine, un lunch composé de pain et de fromage avait été servi aux élèves. Comment cela se fait-il ? J'ai compulsé le règlement qui ne prévoit pas ce genre de repas. Qui donc a fait cette innovation ? De quel droit ? J'en suis responsable, monsieur, répliqua Miss Temple. Le petit déjeuner était si mal préparé que les élèves n'ont absolument pas pu le manger. Et je n'ai pas osé les laisser à jeun jusqu'à l'heure du déjeuner. Mademoiselle, veuillez m'accorder un instant. Vous savez que mon but en élevant ces jeunes filles n'est pas de les habituer au luxe, au confort, mais de les entraîner à l'endurance, à la patience, de les faire renoncer à elles-mêmes. Si par hasard il arrive que leur appétit éprouve un léger désappointement lorsqu'un repas n'est pas réussi, qu'un plat est plus ou moins bien cuisiné, il ne faut pas rendre cet incident inutile, ni amollir leur corps en remplaçant ce bien-être perdu par quelque chose de plus délicat, ce qui va à l'encontre des fins de cette institution. Il faut qu'un tel incident soit mis à profit pour l'édification spirituelle des élèves, pour les encourager à montrer de la force d'âme à l'occasion d'une privation passagère. Dans ces circonstances, il ne serait pas inopportun de faire une brève allocution dans laquelle un judicieux éducateur ne manquerait pas de rappeler les souffrances des premiers chrétiens, les tourments des martyrs,
les exhortations de notre Seigneur lui-même, enjoignant à ses disciples de prendre leur croix et de le suivre. Les avertissements par lesquels il a proclamé que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ces divines consolations, heureux ceux qui souffrent la faim et la soif pour l'amour de moi. Oh, mademoiselle, lorsque vous mettez du pain et du fromage au lieu de porridge brûlé dans la bouche de ces enfants, il se peut, certes, que vous nourrissiez leur corps méprisable, mais vous songez bien peu que vous affamez leur âme immortelle. Mr. Brocklehurst, subjugué peut-être par ses sentiments, s'arrêta de nouveau. Miss Temple avait baissé les yeux lorsqu'il avait commencé à lui parler. Mais à présent, elle regardait droit devant elle, et son visage, naturellement pâle comme le marbre, parut en prendre aussi la froideur et la fixité. Sa bouche, en particulier, était à ce point fermée qu'il aurait fallu, semblait-il, un ciseau de sculpteur pour la rouvrir. Et peu à peu, son front prit une sévérité pétrifiée. Pendant ce temps, Mr. Brocklehurst, debout devant la cheminée, les mains derrière le dos, passait majestueusement en revue l'école entière. Soudain, il cligna de l'œil, comme si quelque chose l'eût ébloui ou choqué. Se retournant, il dit d'un ton plus rapide qu'il ne l'avait fait jusque-là, « Miss Temple, quel est cet élève aux cheveux bouclés? Des cheveux roux, mademoiselle, et bouclés, tout bouclés. » Et d'une main tremblante, il désigna cet affreux objet du bout de sa canne. « C'est Julia Severn, » répliqua tranquillement Miss Temple. « Julia Severn, mademoiselle. Et comment se fait-il qu'elle ait, elle ou tout autre, les cheveux bouclés? Pourquoi, au mépris de toutes les règles, de tous les principes de cette maison, suit-elle aussi ostensiblement les lois du monde, ici, dans un établissement évangélique et de charité, en portant ainsi une masse de boucles? » « Les cheveux de Julia bouclent naturellement, » reprit Miss Temple plus tranquillement encore. « Naturellement, oui, mais nous ne devons pas suivre la nature. Je désire que ces jeunes filles soient les enfants de la grâce. Et pourquoi cette abondance de boucles? J'ai dit et redit que je veux que les cheveux soient tirés avec modestie, avec simplicité. Miss Temple, il faut faire couper les cheveux de cet enfant. J'enverrai un barbier demain. J'en vois d'autres qui ont beaucoup trop de cette superfluité. Dites à cette grande fille de se retourner. Dites à toutes les élèves de la première classe de se lever et de tourner la tête vers le mur. » Miss Temple passa son mouchoir sur ses lèvres comme pour effacer le sourire involontaire qui les plissait. Elle transmit l'ordre. Cependant, et quand les élèves de la première classe eurent compris ce qui leur était demandé, elles obéirent. Me penchant légèrement en arrière sur mon banc, je vis les regards et les grimaces dont elles commentèrent cette manœuvre. Il était dommage que Mr. Brocklehurst ne les vît pas lui aussi. Il eût peut-être compris que, malgré tout ce qu'il pouvait faire à l'extérieur de la coupe et du vase, l'intérieur lui échappait plus qu'il ne l'imaginait. Il scruta la verre de ses médailles vivantes pendant quelques 5 minutes, puis prononça la sentence dont les mots tombèrent comme le glas du destin. « Il faut couper tous ces toupets. » Miss Temple parut protester. « Mademoiselle, poursuivit-il, j'ai à servir un maître dont le royaume n'est pas de ce monde. J'ai pour mission de mortifier chez ces jeunes filles les convoitises de la chair, de leur apprendre à se vêtir avec modestie, sans recherche, non à porter de riches vêtements et à se coiffer avec des tresses. Or, chacune des jeunes personnes qui sont devant nous porte des nattes que la coquetterie en personne n'eût pas mieux tressées. Il faut, je le répète, couper tout cela. Songez au temps perdu à... » Mr. Brocklehurst fut alors interrompu par l'entrée de 3 autres visiteurs, 3 dames. Elles auraient dû arriver un peu plus tôt pour entendre son serment sur la toilette, car elles étaient somptueusement vêtues de velours, de soie et de fourrure. Les 2 plus jeunes du trio, de belles jeunes filles de 16 et 17 ans, portaient des chapeaux de castor gris, alors à la mode, garnis de plumes d'autruche, et sous le bord de ces gracieuses coiffures s'échappait la profusion de blonds cheveux soigneusement bouclés. La plus âgée était enveloppée d'un châle de velours d'un grand prix, bordé d'hermine, et portait sur le front une frange postiche de boucles à la française. Ces dames, qui n'étaient autres que Mrs. et les Mrs. Brocklehurst, furent reçues avec déférence par Miss Temple, qui les conduisit au siège d'honneur en haut de la salle. Elles avaient dû venir en voiture avec leurs vénérables parents et s'étaient livrées à une revue d'importance dans les pièces de l'étage pendant qu'ils discutaient affaires avec la gouvernante, interrogeaient la blanchisseuse et sermonnaient la directrice. Elles se mirent alors en devoir d'adresser diverses remarques et reproches à Miss Smith, chargée du soin du linge et de l'inspection des dortoirs.
mais je n'eus pas le temps d'écouter leur discours. Mon attention fut détournée et enchaînée par autre chose. Tout en recueillant la conversation de Mr. Brocklehurst et de Miss Temple, je n'avais pas négligé de prendre les précautions nécessaires pour assurer ma sécurité, croyant que pour cela il me suffisait d'éviter d'être vue. Dans ce but, je m'étais bien installée au fond du banc et, tout en paraissant absorbée par mon calcul, je tenais mon ardoise de manière à cacher ma figure. J'aurais donc pu passer inaperçue si, par hasard, je ne sais comment, ma perfide ardoise me glissant des mains n'était tombée avec un malheureux fracas qui attira aussitôt tous les regards sur moi. Je compris que c'en était fait à présent. Je me baissai pour ramasser les 2 fragments de l'ardoise et rassemblai mes forces pour supporter le pire, ce qui ne tarda pas. « Voilà une enfant négligente, » dit Mr. Brocklehurst. Puis aussitôt il ajouta, « Mais c'est la nouvelle élève. » Et avant que j'eusse pu reprendre haleine, je ne dois pas oublier que j'ai un mot à dire à son sujet. Puis à haute voix, oh qu'elle me sembla haute, que l'élève qui a cassé son ardoise s'avance. De moi-même, je n'aurais pu bouger, j'étais paralysée. Mais les 2 grandes qui étaient assises de chaque côté de moi me mirent sur mes jambes et me poussèrent vers le juge redoutable. Miss Temple m'aida alors gentiment à arriver jusqu'à lui, à ses pieds même, et je l'entendis murmurer « N'ayez pas peur, Jane, j'ai vu que c'était un accident, vous ne serez pas punie. » Ces douces paroles pénétrèrent dans mon cœur comme un poignard. Un instant encore, et elle va me mépriser comme hypocrite, songeai-je. À cette idée, un accès de fureur contre Reed, Brocklehurst et compagnie fit battre mon pouls avec violence. Je n'étais pas Helen Burns. « Apportez ici ce tabouret, » dit Mr. Brocklehurst, montrant un trait au siège qu'une monitrice venait de quitter. On l'apporta. « Placez-y cet enfant. » Je fus donc juchée, je ne sais par qui, sur ce tabouret. Je n'étais pas en état de noter ces détails. Je me rendis seulement compte que j'avais été hissée à la hauteur du nez de Mr. Brocklehurst, qui l'était à moins d'1 mètre de moi, et qu'un déploiement de pelisse de soie chatoyante, orange et pourpre, ainsi qu'un nuage de plumes argentées, ondulait au-dessous de moi. Mr. Brocklehurst toussota. « Mesdames, dit-il, se tournant vers sa famille, Miss Temple, maîtresse et élève, vous voyez toute cette petite fille. » Sans doute me voyaient-elles, je sentais leurs yeux dirigés comme des lentilles ardentes sur mon épiderme qu'elles brûlaient. Vous voyez qu'elle est jeune encore. Vous remarquez qu'elle a l'aspect ordinaire de l'enfant. Dieu, dans sa bonté, lui a donné le même extérieur qu'il nous a donné à tous. Aucune difformité apparente ne la signale à l'attention. Qui croirait que le malin a déjà trouvé en elle un serviteur, un agent? J'ai cependant le regret de vous dire que tel est son cas. Il y eut alors une pause, pendant laquelle je commençai à maîtriser un tremblement nerveux et à sentir que j'avais franchi le Rubicon. Il fallait avec fermeté supporter l'épreuve qui ne pouvait être évitée plus longtemps. « Mes chers enfants, poursuivit avec emphase le noir pasteur de marbre, c'est une chose triste et affligeante d'avoir à vous avertir que cette petite fille, qui pourrait être l'un des agneaux de Dieu, est une petite réprouvée et ne fait pas partie du vrai troupeau où elle n'est manifestement qu'une intruse, une étrangère. Il faut vous méfier d'elle, fuir son exemple, si cela est nécessaire, éviter sa compagnie, l'exclure de vos jeux, la tenir à l'écart de vos entretiens. Maîtresse, vous voudrez bien la surveiller, ne pas perdre un de ses mouvements, bien peser ses paroles, examiner ses actes avec rigueur, châtier son corps pour sauver son âme, si, vraiment, un tel salut est possible. Ma langue hésite à poursuivre. Cette petite fille, cet enfant, né en terre chrétienne, pire que nombre de petits païens qui adressent leurs prières à Brahma et s'agenouillent devant Jagannath, cet enfant est une menteuse. Il y eut alors un silence d'une dizaine de minutes, pendant lequel, ayant à présent pleinement recouvré mes esprits, j'observais toutes les dames Brocklehurst qui tiraient leurs mouchoirs pour les porter à leurs yeux, cependant que la plus âgée se balançait d'un côté à l'autre, et que les 2 plus jeunes murmuraient « Quelle honte !» Mr. Brocklehurst reprit. Je tiens tout cela de sa bienfaitrice, la dame pieuse et charitable qui adopta l'orpheline. L'éleva comme sa propre fille et dont la bonté et la générosité furent payées d'une si grande, d'une si terrible ingratitude par cette malheureuse, que l'excellente dame finit par être dans l'obligation de la séparer de ses propres enfants de peur que son mauvais exemple ne contaminât leur pureté. Elle l'a envoyée ici pour la guérir.
comme les Juifs jadis envoyaient leurs malades à la piscine de Bethsaïda, au moment du trouble des eaux. Je demande donc à la directrice et aux maîtresses de ne point laisser les eaux stagner autour d'elles. Sur cette sublime conclusion, Mr. Brocklehurst boutonna le premier bouton de sa redingote, murmura quelques paroles à sa famille qui se leva en s'inclinant devant Miss Temple, après quoi tous ces importants personnages quittèrent la pièce en grande pompe. Quand mon juge fut devant la porte, il se retourna en disant « Qu'elle reste encore une demi-heure sur ce tabouret et que personne ne lui adresse la parole pendant le reste de la journée. » J'étais donc là, perché, moi qui avais déclaré ne pouvoir supporter la honte de rester debout sur mes propres pieds au milieu de la salle. J'étais là, exposé à la vue de tous, sur un piédestal d'infamie. Ce qu'étaient alors mes sensations, aucun langage ne saurait le décrire. Elles atteignaient leur paroxysme, me coupant la respiration, me contractant la gorge, lorsqu'une fillette s'avança et leva les yeux en passant à côté de moi. Quelle étrange lumière les inspirait! Quelle extraordinaire impression ce rayon fit pénétrer en moi! Quelle énergie ce nouveau sentiment me donna! Ce fut comme si un martyr, un héros, passant devant un esclave ou une victime, lui avait communiqué sa force. Je maîtrisais la crise nerveuse et relevais la tête en m'affermissant sur le tabouret. Hélène Burns posa à Miss Smith « Bonjour, vous voulez que je me déplace ?» Non, non, mais si vous voulez que je me déplace, n'hésitez pas à me dire. Hein. On peut faire le tour. Parce qu'après, nous, on prie, on s'allonge et tout. Ah, d'accord. C'est tout un cérémonial, mais... Alors, j'ai plus qu'une demi-page, si ça, je peux terminer et après je vous libère. Ah, on peut partager le site avec vous, pas de souci. D'accord. Quelle extraordinaire impression ce rayon fit pénétrer en moi. Quelle énergie ce nouveau sentiment me donna. Ce fut comme si un martyr, un héros, passant devant un esclave ou une victime, lui avait communiqué sa force. Je maîtrisais la crise nerveuse et relevais la tête en m'affermissant sur le tabouret. Hélène Burns posa à Miss Smith quelques questions banales au sujet de son travail, fut grondée pour l'insignifiance de sa demande, retourna à sa place et me sourit de nouveau en passant encore à côté de moi. Quel sourire! Je m'en souviens encore. Il révélait, j'en suis certaine, une intelligence supérieure, un courage véritable. Il illumina mon maigre visage aux traits accusés, aux yeux gris enfoncés dans l'orbite, comme s'il était le reflet de quelque angélique vision. Pourtant, à ce moment même, Hélène portait au bras l'insigne du désordre. Il y avait 1 heure à peine que j'avais entendu Miss Scatcherd la condamner au pain et à l'eau pour son déjeuner du lendemain, parce qu'elle avait fait des tâches sur un devoir en le recopiant. Telle est la nature imparfaite de l'homme. De semblables taches se trouvent sur le disque des plus brillantes planètes, et des yeux comme ceux de Miss Scatcherd ne voient que ces légers défauts et restent aveugles au merveilleux éclat de l'art. Et c'est la fin de cette lecture et du chapitre 7, avec tous les petits moucherons dans les yeux. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et comme je vais faire place libre, je vous dis à très bientôt. Merci encore.